Coucou les addicts, je vous espère en forme. Bienvenue à celles et ceux qui sont avec moi sur le chat en direct au moment de la première de cette vidéo. Je suis Aurélie, ravie de vous retrouver. On est ensemble pour le décryptage de l'épisode 11 de la saison 4. Décryptage moins 2 avant que je termine l'intégralité des décryptages des épisodes d'Outlander. Ça approche. Une petite info concernant l'épisode et les petits ajouts que vous pourrez retrouver sur mon site internet. J'ai mis le lien vers une scène coupée, alors qui n'est pas une scène coupée, qui est une scène Untold. Donc ce sont les scènes qui sont tournées et écrites spécialement pour mettre sur les bonus des DVD. Donc ceux et celles qui ont les DVD, je vous encourage à aller la revoir. C'est une scène entre Marsali et Murtagh. Moi, je vous ai simplement mis un lien vers une vidéo qui est en anglais, alors sous-titré portugais, je crois. Je n'ai pas la possibilité de la mettre sur ma chaîne YouTube à cause des droits d'auteur. Donc, si vous voulez aller la voir en anglais, j'en parlerai un petit peu pour que vous sachiez de quoi elle retourne. Eh bien, c'est parti. On y va. Eh bien, dans cet épisode, je trouve que globalement, les personnages ne sont pas vraiment à la fête. Tout le monde vit un très très bas. Mais bien sûr, en sous-jacent, il y a le thème de l'espoir qui est quand même présent et qui émaille un peu tout l'épisode. D'ailleurs, le titre de la version originale, c'est « If not for hope ». Donc en gros, ça se traduirait par... si ce n'est pour l'espoir, enfin quelque chose dans cet ordre-là. Et donc, vous voyez, hope, ce mot espoir est bien présent dans le titre. Le choix du titre pour la version française, c'est Tel père, telle fille, et il fait surtout référence à la scène finale entre Claire et Jamie, où Claire dit à Jamie que finalement Brianna est comme lui. Mais en réalité, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que dans l'épisode, on aurait plutôt aussi tendance à dire telle mère, telle fille. Et je vais en parler après, donc je ne dévoile pas. On retrouve dans l'épisode une famille qui est complètement séparée, éclatée, et donc ça impose plusieurs lieux. On est à Wilmington, on est à River Run, on est avec Claire et Jamie dans les forêts, et on est aussi un peu avec Roger et les Mohawks. Et donc plusieurs lieux et aussi plusieurs intrigues à suivre en même temps finalement, puisque chaque groupe de personnages a sa propre intrigue et sa propre ligne en fait à suivre. Donc il y a beaucoup de choses à traiter, même si globalement je trouve que la majeure partie du temps est passée avec Brianna à River Run. L'épisode commence par une courte séquence pré-générique avec Roger sous la douche. Ce procédé de nous mettre une scène juste avant le générique est parfois utilisé par la série. Maintenant, ça fait déjà plusieurs fois qu'on l'observe. Et cela pour faire un lien direct avec la fin de l'épisode précédent. Si vous vous souvenez, à la fin de l'épisode 10, on quittait Roger prêt à toucher les pierres. Et hop, écran noir. Donc là, on ouvre l'épisode avec Roger sous la douche dans un appartement années 60. Et on se dit, punaise, il est reparti. Alors, je pense que les lecteurs des romans n'y ont pas cru une seule seconde, parce que c'était difficilement envisageable, en ayant lu les romans, d'imaginer que Roger soit reparti. Mais quand on est uniquement spectateur, pour le coup, moi c'était mon cas lorsque j'ai vu la série la première fois, j'y ai vraiment cru. Et puis quand même, très très rapidement, il ne se passe pas une minute avant qu'on découvre le reflet d'un Indien dans le miroir, et on se rend compte qu'en fait Roger n'est pas reparti. C'est quand même une ouverture assez confusante, je dirais comme ça. Et ça m'a fait un peu le même effet que dans l'épisode... ça doit être le 8 de la saison 1, quand on entend le téléphone sonner en ouverture d'épisode, et qu'en fait, pour la première fois depuis très longtemps, on a des séquences avec Frank qui est au XXe siècle, alors que Claire est au XVIIIe. Et donc voilà, en réalité, je disais, c'est une sorte de rêve de Roger. Il se lave dans la rivière et il s'imagine sous la douche. Alors, je ne sais pas comment il fait, c'est quand même bizarre, parce qu'il était sous une douche bien chaude, et la rivière doit quand même être plutôt froide.
Et de la même manière, c'est aussi étonnant, et on peut se demander, quand on vient du futur, à quoi rêve-t-on finalement et où est-ce que notre esprit nous emmène divaguer. Donc pour Roger, visiblement, c'est sous une douche chaude dans les années 60. Et ça peut donner peut-être un indice sur ce qu'il avait l'intention de faire. Parce que finalement, on ne sait pas si Roger a fait le choix de rester ou pas, ou s'il s'est fait rattraper par les Indiens avant. En tout cas, les images de l'épisode ne répondent pas à la question. Alors, les auteurs, et j'ai entendu ça dans le podcast officiel, qui était animé par Matt Roberts, je crois, avec qui? Ah non, c'était Meryl Davis et Tony Graffia, je crois. Enfin bref, et ils disent que la scène où Roger se fait reprendre a été tournée en fait, donc ce qui veut dire que voilà, il s'est fait reprendre juste avant de réellement toucher la pierre, et c'est sans doute son hésitation qui a laissé le temps au Mohawk de revenir vers lui, de le retrouver et de le capturer. Et l'épisode, il ouvre donc sur Roger, il termine aussi avec Roger à son arrivée au village Mohawk. Avec ce gauntlet. Alors, j'ai pas trouvé comment on traduisait ça en français. Il n'y a pas vraiment de traduction. Mais donc, Roger est jeté dans la haie d'horreur. Et je n'ai pas fait de faute en disant ça. C'est mon petit jeu de mots. J'espère que vous aimez. Et donc, Roger, voilà, la haie d'horreur entre les Indiens, et il est frappé. Il se prend des coups, des coups de bâton, des coups de pied, des coups de poing aussi. Mais il se relève. Ce qui veut dire qu'il a quand même un peu d'espoir. Il ne pourrait sans doute pas continuer si ce n'est parce qu'il a de l'espoir. Et je disais, comme c'est un thème de l'épisode, c'est sans doute ça qui l'anime à ce moment-là. Parce qu'arriver dans ce village a dû être quand même plutôt impressionnant pour Roger, avec les cris des Indiens, ce décor complètement nouveau, voilà, les Indiens costumés. Roger, c'est un historien, mais là, il est vraiment en train de vivre l'histoire. Et il choisit d'avancer parce que c'est tout ce qu'il peut faire à ce moment-là. Et en fait, l'épisode se termine à nouveau sur un écran noir ou une espèce de cliffhanger avec Roger. Donc, suite au prochain épisode, et on sait que le gauntlet, donc je sais pas si c'est pas une procession, mais enfin, cette avancée entre ces rangées d'Indiens n'est pas terminée pour Roger. L'épisode a été écrit par deux auteurs qui ont déjà écrit des épisodes pour cette saison. Donc, Bronwyn Garrity qui a écrit l'épisode 5, Savages, c'est l'épisode où on retrouve Murtagh, où Jamie retrouve Murtagh à Wilmington, et écrit également par Shaina Fewell qui a écrit l'épisode 6, c'est celui où William et Lord John arrivent à Fraser's Ridge. Moi, j'aime beaucoup l'esthétisme de l'épisode. Donc, merci à la réalisatrice. Je trouve qu'il a fait une belle utilisation des paysages, des décors, et mention spéciale aux décors de River Run, que ce soit les intérieurs et encore plus particulièrement les extérieurs. Je trouve que la scène entre Brianna et Lord John Grey, lorsqu'ils sont sur les extérieurs, de l'autre côté du petit cours d'eau qui passe devant la maison de Jocasta, ces plans-là sont vraiment magnifiques. On voit les esclaves qui travaillent en fond. C'est super chouette. Et ce sont des belles couleurs. Et quand je dis belle utilisation des décors, je pourrais en dire autant du village Mohawk, de la tente aussi de Claire et Jamie à la toute fin d'épisode. Et j'en reparlerai également. On découvre de nouveaux personnages au cours de l'épisode, et puis on en retrouve d'autres, donc tous ceux qu'on avait rencontrés à River Run et qui avaient un peu d'importance dans l'épisode, c'était surtout l'épisode 2 de la saison. Donc on retrouve Jocasta, bien sûr, on retrouve Phèdre, on retrouve aussi Ulysse. Il y a Campbell, donc cet ami de Jocasta qu'on avait vu dans l'épisode 2. On a le retour de Lord John Grey, le chevalier blanc. Je développerai aussi après. C'est assez inattendu. Qu'est-ce qu'il fait là ? C'est quand même bizarre. Il n'est pas. L'état dans lequel il vit, c'est en Virginie, c'est pas en Caroline du Nord. Donc pourquoi est-ce qu'il arriverait chez Jocasta ? Quels sont les liens ? C'est étonnant. Et ça n'est pas expliqué en fait. Et puis, on a aussi ces nouveaux personnages. Donc, ce sont les prétendants de Brianna avec Forbes, Alderdice. Est-ce qu'on les reverra dans d'autres épisodes ? On ne sait pas trop si ces personnages nous ont été présentés là juste pour les besoins de l'épisode et de l'intrigue, ou si ils les ont installés pour la suite. À ce moment-là, on ne le sait pas.
Et je terminerai en disant que dans cet épisode, Claire et Jamie sont ensemble, mais ils ne sont pas vraiment connectés. De la même façon, Brianna est assez seule avec ses angoisses, son traumatisme. On la sent très très mal à l'aise dans cet environnement. Ça nous donne l'occasion de découvrir sa relation avec Jocasta. C'est un peu le choc des cultures et le choc des époques, d'ailleurs. On a aussi Murtagh et Fergus qui sont là main dans la main pour exécuter la mission qu'a confiée Jamie à Murtagh, de retrouver Bonnet. Et je dirais qu'on a dans l'épisode quelques moments héroïques. Murtagh, lorsqu'il sauve la mise à Fergus à la fin de l'épisode. Marsali, qui prend son courage à deux mains pour faire une demande assez spéciale à Murtagh. Lord John Grey, qui, je l'ai dit, c'est un peu le chevalier blanc de Brianna. Et puis, on a aussi des moments un peu... piou, 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 piou. Vous voyez, je ne sais pas trop quel mot choisir. Mais on a Lizzie, gaffeuse, qui est fidèle à elle-même et qui fait la gaffe de révéler... elle ne l'a pas fait exprès, encore une fois, mais de révéler la grossesse de Brianna à John Grey. D'ailleurs, ça me fait marrer parce qu'un peu plus tard, lorsque Brianna demande à Lizzie justement d'aller organiser un peu son entrevue avec John Grey, elle lui dit d'être discrète. Je pense que Brianna commence à connaître son ami. Et dans les moments un peu gênants comme ça, on a ce dîner, très très clairement gênant. On a aussi Forbes, je trouve, lorsqu'il présente les pierres à Brianna. Dans toutes ces interactions, il fait une drague un peu maladroite, je trouve. Donc un sentiment, un peu de malaise quand même dans tout l'épisode. Et je disais, les personnages ne sont pas à la fête. Et c'est effectivement le ressenti qu'on a quand on le regarde. Donc c'est gagné, quand les auteurs arrivent à nous faire nous sentir mal quand les personnages sont mal, c'est que ça a été bien fait. Allez, je vais vous parler de mes scènes top et flop. Et je commence par ma scène flop. Et j'en ai parlé un petit peu. Pour moi, la scène flop, c'est le dîner et surtout le jeu psychologique. Le jeu autour de la psychologie auquel ça donne Brianna. J'ai un sentiment de gêne, un malaise un peu palpable aussi. Alors, on sent le malaise de Brianna, en fait. Mais ce qui me gêne surtout et qui fait que c'est une scène flop pour moi, c'est que l'objectif de la scène est assez peu lisible, en fait. Après revisionnage, on capte des regards entre Lord John et le juge Alderdice, mais on passe franchement à côté de ça lors d'une première lecture de l'épisode. Je relèverai quand même l'excellent jeu d'actrice de Sophie Skelton, qui nous entraîne dans son propre malaise. On la sent vraiment pas bien. Elle est un peu comme un poisson hors de l'eau qui se débat dans un milieu qui n'est pas le sien. Et je disais, c'est vraiment un drôle de jeu auquel se livre Brianna. On se demande d'où elle a des connaissances en psychologie, d'où sort ce jeu, comment elle fait pour interpréter quoi que ce soit. Alors, bon, bien sûr, il y a sans doute deux raisons d'être à cette scène dans le scénario. La première, c'est de nous informer que le juge Alderdice a un secret. Et puis, de nous montrer déjà les regards entre lui et Lord John Grey. Franchement, je pense qu'on aurait pu s'en passer. On n'a pas besoin de toute cette mise en scène un peu bizarre pour établir que le juge est homosexuel, puisqu'on le découvre après. Et on n'avait pas besoin d'être préparé à ça, je trouve. Vous voyez, on aurait pu largement s'en passer. Donc voilà pour ma scène flop. Ma scène top, j'ai eu du mal à choisir. J'ai hésité franchement entre la scène finale entre Jamie et Claire et celle que je vais vous présenter là. Et je parlerai quand même de la scène entre Jamie et Claire que j'adore. Mais non, pour moi, quand je pense à l'épisode, la scène que je retiens, c'est la scène du chantage entre Brianna et Lord John Grey. Brianna est très directe, elle n'y va pas par quatre chemins. Donc forcément que Lord John il retrouve des traits de caractère de Jamie, et d'où le titre aussi de l'épisode, tel père, telle fille. Et en fait, ce qui se passe là, c'est que Brianna, n'ayant pas sa famille auprès d'elle, finalement, elle se retourne vers l'ami de la famille, en tout cas celui qui s'est présenté comme tel. Évidemment, elle n'est pas là pour parler de la pluie et du beau temps.
Elle fait une demande en mariage très directe, qui est argumentée, qui semble réfléchie. Brianna semble avoir pensé à tout, sauf à un truc en fait. Sauf au fait que Lord John est capable d'honorer sexuellement une épouse. Et ça a arrangé franchement bien Brianna de se dire que Lord John est homosexuel. Comme ça, elle n'aurait pas à assumer sa fonction d'épouse. Je trouve que la froideur du chantage de Brianna a été très bien amenée. Et Lord John se sort de cette situation par une espèce d'habileté naturelle qu'il a à gérer les relations et à les manipuler. Moi, j'aime bien justement quand il explique, et la façon dont il explique qu'il a été un mari pour Isobel dans tous les sens du terme. Lord John rend coup pour coup. Et ce qui peut passer pour une fragilité, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà parlé de ce personnage, mais il nous semble comme ça un peu fragile. En tout cas, il est assez vulnérable malgré tout, mais il n'est pas faible, pas du tout, au contraire. Et j'aime le jeu et le visage de David Berry qui trouve une expression qui est un juste milieu entre l'outrage et la compassion envers Brianna. Donc, c'est tout ça que j'aime dans cette scène. Je le disais, il y a une grande vulnérabilité de la part de Lord John, mais aussi de Brianna. Et tous les deux, là, dans cette scène, ils crèvent l'écran. Je m'arrête là pour l'interprétation de cette scène parce que je parlerai de la suite après. Mais c'est vraiment ce moment-là, moi, qui me plaît beaucoup et qui est ma scène top. Voilà, on passe à la suite. Dans l'exploration des thèmes que j'ai choisi de faire, des focus, j'ai suivi un petit peu la diversité des lieux ou des intrigues. Et donc, pour commencer, j'ai envie de vous parler de ce qui se passe à Wilmington. On retrouve avec grand plaisir Fergus et Marsali, et on découvre qu'ils hébergent Murtagh. Alors, c'est pour les lecteurs des romans, ça peut être surprenant que Fergus et Marsali soient encore à Wilmington à ce moment-là, puisque dans le roman, ils sont de retour à Fraser's Ridge. Les auteurs ont choisi de les garder à Wilmington pour qu'ils aient une intrigue, parce à Fraser's Ridge, il aurait été difficile de leur construire quelque chose qu'ils aient vraiment une action, en fait, pour faire progresser leurs personnages. Et donc, je dis, on découvre qu'ils hébergent Murtagh, et que leur appartement est aussi la base arrière de la régulation. Murtagh fait ses meetings dans le salon cuisine de Marsali et Fergus. On observe aussi l'alliance entre Fergus et Murtagh pour retrouver Stephen Bonnet, ce qu'ils parviennent finalement à faire avant la fin de l'épisode. Et Marsali ne voit pas forcément tout ça d'un très bon œil. C'est comme un peu, vous savez, ces gens qui s'incrustent et qui restent un peu trop longtemps, la famille. Parce que Marsali, elle craint pour sa famille, et c'est logique. Et elle s'inquiète aussi de ce que Fergus n'a pas encore trouvé de travail à Wilmington. Ce qu'elle veut, et c'est ce qu'elle dit à Murtagh dans une des scènes, c'est qu'elle veut un homme accompli. Et on observe une nouvelle fois sa détermination, son opiniâtreté et le caractère fort de Marsali quand elle prend, elle prend les choses en main et elle demande à Murtagh de prendre Fergus sous son aile, de l'emmener avec lui pour que Fergus se sente un homme et ne se sente pas mis à l'écart. Et ça fait écho tout cela à une scène absolument similaire dans les dialogues, une scène du roman dans le tome 2. C'était une scène, par contre, entre Jenny et Jamie. Jenny demandait à Jamie d'emmener Yann Père avec lui juste avant le soulèvement de 45. Et voilà, c'était à peu près les mêmes dialogues. Et du coup, ça me fait dire quand même que... Ça me fait comparer Marsali à Jenny, et je trouve qu'elle a quand même beaucoup de traits assez semblables à Jenny. Elle est mariée à un homme handicapé, elles le sont toutes les deux. Elles ont toutes les deux une attitude forte, directe, des maîtresses femmes. Et toutes les deux, en tout cas Marsali, on ne le sait pas encore, mais c'est une future mère d'une grande tribu comme l'est Jenny. Et je trouve que Marsali, voilà, encore un épisode où en tant que personnage, elle prend de plus en plus d'ampleur et on l'aime beaucoup.
Et donc, je signalais en introduction la scène coupée entre elle et Murtagh. Il y a également 2 autres hommes, des hommes lambda dans la scène. C'est une scène qui reprend des éléments du tome 4 qui n'ont pas été traités, puisque dans le tome 4, à un moment du roman, Fergus est accusé et donc d'avoir frappé un homme. Et il y a un procès et Jaime le défend, etc. Et en fait, la défense de Jaime est la même que celle, que les arguments de Murtagh là, dans la scène coupée, si vous la regardez. En gros, l'homme accusait Fergus de l'avoir frappé, sauf qu'en fait, Fergus étant manchot et le coup de poing ayant atterri dans le mauvais œil, du mauvais côté, si vous voyez ce que je veux dire, ça démontre très très clairement que Fergus n'a pas pu frapper l'homme. Et dans le roman, c'est rigolo parce qu'en vrai, la personne qui a frappé l'accusateur, c'est Marsali, justement. Donc là, dans la scène, c'est pas forcément très très clair pour moi, donc je sais pas trop si c'est Marsali qui a frappé l'homme, enfin bref. Mais en tout cas, cette scène coupée, c'est vraiment l'occasion de voir le lien d'affection qui unit Marsali et Murtagh, puisqu'à la fin de la scène, Marsali lui dit qu'elle aurait aimé qu'il soit son grand-père comme lui l'a été pour Fergus. Donc, de jolies paroles. Et d'ailleurs, le lien entre Fergus et Murtagh n'est pas du tout à questionner. Fergus le dit au début de l'épisode dans une de ses premières scènes d'échange avec Marsali. Quand Marsali se plaint que Murtagh soit présent là sous leur toit et qu'elle héberge un homme recherché, Fergus lui dit il aurait fait la même chose pour moi. Et effectivement, Murtagh est très bienveillant et très sensible avec Fergus. Et d'ailleurs, la demande que lui a faite Marsali, il s'exécute. Il fait cette proposition à Fergus de les rejoindre dans ses combats, dans les combats de la régulation. Et Fergus refuse en bon père de famille, ce qui provoque un sourire comblé de Marsali. Elle a son homme, il est entier, en tout cas pour l'instant. Il est accompli et il ne rêve pas d'autre chose que d'être auprès de sa famille, donc c'est chouette. Et voilà, à la fin de ces séquences à Wilmington, on voit que la capture de Bonnet a pu être faite par Murtagh et Fergus. D'ailleurs, je trouve que c'est un peu trop facile. Moi, je me serais attendue à un peu plus de résistance ou de malice de la part de Stephen Bonnet. Là, il se fait vulgairement assommer. C'est bizarre. Et malheureusement, peu de temps après, Murtagh se fait prendre par les miliciens. Alors non, sans avoir permis à Fergus de s'en sortir. Il a fait en sorte qu'il puisse s'en sortir, donc c'est très bien. Moi, la question que je me pose quand même, c'est qu'est-ce que Fergus et Murtagh auraient fait de Bonnet en attendant le retour de Jaime, en sachant que Jaime est parti loin et pour longtemps. Je suis pas sûre que Marsali aurait accepté qu'il soit prisonnier sous son toit. Mais en attendant, voilà, ça craint un peu pour Murtagh. Là, il est en prison, il était recherché. Ça semble quand même pas très très bon pour lui. Pour mon deuxième focus, je vais me déplacer à Riverrun et je vais vous parler des prétendants de Brianna et du rôle de Jocasta. J'ai dit en intro, Brianna est seule, elle s'isole, elle dessine, autant pour s'occuper, je pense, que pour sa thérapie, que je mets entre guillemets. Et pour la petite anecdote, ces dessins ont été faits par le département des arts. Il y a une grande modernité, une grande noirceur. Et d'ailleurs, quand Lizzie les découvre, elle pense que Brianna est possédée. L'épisode met un peu l'emphase sur les qualités artistiques de Brianna, un héritage qui ne lui vient pas de ses parents, mais de sa grand-mère, Hélène. Et c'est Jocasta qui en parle. On savait déjà qu'elle dessinait, on l'a vu d'ailleurs dans l'épisode précédent, lorsqu'elle donne un portrait de Roger à Claire, mais on l'avait également vu dessiner dans la saison 3, ça doit être dans l'épisode 5, Liberté et Whisky, lorsqu'elle dessine les arches, elle griffonne les arches du cloître de l'université alors qu'elle est en plein cours d'histoire. Et de la part de Brianna, prendre les esclaves pour modèle, ça ne pose aucun problème. Brianna est du XXe siècle, elle voit la beauté de Phèdre sans aucun préjugé. Bien sûr, elle n'a pas les préjugés qu'ont les gens de l'époque, du XVIIIe.
Et évidemment, également, Brianna est confrontée à sa tante, Jocasta, qui pour le coup est bien de son époque. On l'avait déjà relevé lors du 2e épisode de la saison 4, de cette saison. Et je trouve que leur relation mêle à la fois un peu de tension et de bienveillance. Jocasta s'adoucit énormément lorsqu'elle raconte les souvenirs qu'elle a de sa sœur Hélène. Et d'ailleurs, Brianna aussi s'adoucit dans ces moments-là. Elle aime qu'on lui parle de sa famille. Ça lui permet d'explorer sa généalogie. Quand on réfléchit un petit peu, Brianna, finalement, elle n'a pas une grande famille. Claire n'avait pas ni de frère ni de sœur, elle n'avait plus ses parents. Franck, on a l'impression que c'est un peu la même chose, donc vraiment une toute petite cellule familiale. Et d'ailleurs, quand je dis ça, elle aime qu'on lui parle de sa famille dans le roman, c'est lorsqu'elle est à Lallybroch et que qu'elle est entourée de Jenny, Yann et de tous leurs enfants, qu'elle découvre beaucoup de choses notamment sur sa grand-mère Hélène. Mais Jocasta pour le coup est vraiment une Mackenzie, donc du coup un peu manipulatrice, qui sait parfaitement comment arriver à ses fins. Et je la trouve d'un pragmatisme limite désespérant. Bon, alors c'est sûr, elle n'a pas la fougue de la jeunesse. Elle a eu une vie compliquée, certainement. Mais la réalité de la situation de Brianna lui est expliquée froidement, sans passion pour Jocasta. Elle expose clairement à Brianna que c'est une femme célibataire qui est enceinte et que ça risque d'être assez compliqué pour son enfant puisqu'il va être né hors mariage. Et voilà, Jocasta préfère envisager le pire pour anticiper ce qui peut se passer. Et pour elle, et elle le dit, l'espoir n'est pas permis. Et c'est donc motivé par tout ça qu'elle organise ce que j'ai appelé le dîner des prétendants. Bon, j'ai parlé de ce dîner, il fait partie de mes flops. Mais franchement, la tête de tous ces hommes... leur façon d'interagir, de se présenter à Brianna, ça fait un peu combat de coq. Tout ça, ça vaut quand même son petit pesant d'or. J'aime beaucoup la tête de Campbell, la tête de Pippin. C'est Forbes, donc vous l'avez peut-être reconnu, les fans du Seigneur des Anneaux. C'est Forbes, l'acteur qui joue Forbes, c'est Billy Boyd et il interprète le rôle de Pippin un Hobbit dans la saga du Seigneur des Anneaux. Je ferme la parenthèse. On sent que Brianna est mal à l'aise, qu'elle est qu'elle n'est pas bien. Dès sa descente de l'escalier, il y a une certaine maladresse. D'ailleurs, je vous en parle là, depuis le début de mes décryptages de saison 4, mais quand elle descend l'escalier, c'est une image du générique et on voit à son poignet les perles, le collier de perles de Claire, les perles que Jamie lui a offert lors du mariage. Et voilà, je trouve quand même que ces prétendants se livrent à un petit combat de coq assez réjouissant, assez plaisant à regarder parce que c'est super bien interprété. Les expressions faciales des acteurs, leur jeu corporel, on sent bien que finalement ça met un petit côté humoristique à tout ça. Et j'en reviens à la relation entre Brianna et Jocasta parce qu'on sent quand même qu'entre elles deux, il y a une espèce d'impasse culturelle et personnelle. C'est lié à leurs époques. Et Jocasta réalise que la pomme ne tombe jamais vraiment loin de l'arbre. Brianna est aussi intelligente et directe que Claire. Et Jocasta l'apprend un peu à ses dépens. Brianna est très très franche. Elle n'hésite pas à dire clairement ce qu'elle pense à Jocasta. Elle n'a pas peur d'elle. Et moi, je pense quand même que malgré tout ça, Jocasta ne veut vraiment que le bien de sa grand-nièce. Quand elle lui expose tous les soucis à venir pour son enfant, c'est là que Brianna commence à réaliser. Certes, il y a ce qu'elle veut, elle, mais elle ne doit plus penser qu'à elle. Il y a son enfant à naître. Et je pense qu'elle doit se demander qu'est-ce qui se passerait si Roger ne revenait pas, vraiment. Et donc, je disais, Jocasta est pragmatique, elle n'a pas une vie facile, ce n'est pas vraiment une rêveuse. Ses expériences passées l'ont rendue comme elle est. Alors, à ce stade de la série, et pour ceux qui ne sont que spectateurs, on ne connaît pas trop le passé de Jocasta, mais c'est dans la saison 5 qu'on en découvre un peu plus.
Et quand on a le regard de cet épisode avec ce qu'on sait de la saison 5, on comprend mieux pourquoi elle agit comme ça. Jocasta aimerait vraiment une famille et elle est franchement désespérément seule, même si elle est très entourée, mais ce sont ses esclaves. Et lorsque Jocasta se réjouit de la demande à venir de Forbes, elle entend que c'est Lord John Grey qui a demandé la main de Brianna. Et je lui trouve un regard et une fierté assez amusés. Alors une grande surprise certes, mais je me dis que Jocasta là, se dit à ce moment-là, ah là là, elle a réussi, c'est une sacrée petite maline. Et elle lui dit d'ailleurs, c'est une vraie Mackenzie. Donc ça prouve quand même voilà, toute l'admiration et la fierté qu'elle a pour sa grand-nièce. Et on reste à Riverrun et j'ai envie de vous parler de Lord John, forcément. Je l'ai surnommé le Chevalier Blanc dans mes impressions générales parce que c'est vraiment comme ça que je le vois. En droit financier, le Chevalier Blanc, c'est une personne ou un groupe financier qui vient en aide à une entreprise qui est visée par une tentative de rachat hostile. Alors là, bien sûr, Brianna, c'est pas une tentative d'achat hostile, mais c'est pas souhaité. Il sauve Brianna de la demande en mariage de Forbes. Et John Grey dénoue une situation un peu critique. Il a vraiment le rôle du sauveur. Et ce n'est pas la première fois que John Grey fait cela pour les Fraser. Il l'avait fait pour Jamie, bien sûr, dans la saison 3. Et en fait, quand il arrive, c'est vraiment... quand je dis chevalier blanc, c'est vraiment cette image que j'ai, là. J'imagine, quand il arrive à Riverrun, c'est un petit événement en soi. C'est Phèdre qui en parle à Brianna lorsqu'elle veut lui faire une robe. Et lors de son arrivée, tous les regards sont sur lui. On voit que les prétendants de Brianna ne sont pas super ravis. Bien sûr que la présence de Lord John Grey les efface complètement. Il arrive une première fois à point nommé, juste au moment où Forbes présente les pierres précieuses à Brianna. D'ailleurs, au sujet des pierres précieuses, c'est pas super développé, mais dans le roman, il y a tout un contexte à ces pierres, puisque Brianna a en tête un éventuel futur voyage de retour au XXe siècle, et vous le savez maintenant, il y a besoin de pierres précieuses. Et dans le roman, lorsque Forbes lui présente une émeraude, un saphir, un rubis et un diamant, il ne manque que une pierre, la topaze peut-être, et la collection est complète. Et c'était dans les notes de Gélis. Là, même si les dialogues sont repris du roman textuellement, il n'y a pas tout ce subtexte par rapport à l'utilité des pierres précieuses. Je referme cette parenthèse. Et je vous parle à nouveau de Lord John. Lorsqu'il se retrouve à table, il est en bout de table. Il a une place d'honneur. C'est lui qui a la parole au début de cette scène du dîner. D'ailleurs, il parle de la scène avec Margaret Campbell, lorsqu'elle lui avait un peu... lorsqu'elle avait touché son diamant et prédit l'avenir, etc. Il parle de ça. Bref, John Grey occupe l'espace et moi je trouve que quand il est là, c'est du très très bon. Enfin, ce sont toujours des très très bonnes scènes, il y a du super bon à en tirer. Sa première interaction avec Brianna à table, c'est quand elle lui demande qui il a vu à ses côtés dans la forêt, lors du petit jeu psychologique. Et c'est une occasion de parler de Jamie. Et pour la deuxième fois dans l'épisode, on entend Brianna dire qu'elle a du mal à pardonner à son père les paroles qu'il lui a dites. Elle est très très blessée et ça lui reste vraiment en travers de la gorge. Et en fait, ces deux-là sont amenés à se faire d'autres confidences suite à la gaffe de Lizzie. Donc Lizzie fait une gaffe et révèle la grossesse de Brianna. C'est à cette occasion-là que John Grey remet la lettre de Jamie à Brianna, qui ne l'ouvre pas tout de suite, la met de côté. Et lorsqu'elle se réveille pendant la nuit, probablement victime d'une fringale de femme enceinte, un petit coup d'œil à la lettre, mais elle ne l'ouvre pas non plus. Et puis Brianna se retrouve spectatrice d'une scène assez surprenante entre John Grey et le juge Elder Dyes. Je ne suis pas
pas vraiment fan de cette séquence. Donc cette scène de sexe entre John Grey et le juge. Je trouve que le lieu, la situation ne sont pas trop dans le personnage de John Grey. L'endroit où ils sont me semble très risqué. C'est visible de tous, notamment des esclaves. Et cette scène se trouve là pour les besoins de l'intrigue. Et en réalité, ça semble un peu stupide de la part de Lord John Grey. Alors même si on connaît ses penchants homosexuels, je trouve que l'endroit est quand même vraiment super mal choisi. Alors bon voilà, je dis c'est pour les besoins de l'intrigue parce que évidemment ça donne l'objet de son chantage à Brianna et donc ça c'est ma scène top par contre. Et donc j'en ai parlé, j'ai détaillé. Et donc après l'outrage et voilà et les explications qui se sont faites, les personnages redescendent en pression, Brianna et John Grey, et ils arrivent à se parler calmement. Ils se font des excuses qui semblent tout à fait sincères et ils en viennent à se confier l'un à l'autre. John est très honnête sur sa relation, sur ses sentiments pour Jamie, mais il parle aussi directement de Claire et il explique à Brianna qu'il sait que cet amour est impossible et il en est très conscient. Et ça en fait un véritable personnage tragique. Il est amoureux d'un homme qu'il n'aura jamais et il le sait très bien. Et je trouve que là est en train de naître une relation d'amitié sincère entre Brianna et John Grey. John a des paroles de réconfort, des paroles d'un ami, il lui dit de garder espoir. Et Brianna, voilà, on vient aussi à confier son viol. John Grey ne la juge pas. Et je trouve que c'est vraiment tout à fait le genre de personne à qui on a envie de confier ses secrets. On sent que c'est un homme loyal. On sent qu'il agit avec son cœur. Et voilà, et comme John Grey a lui aussi une vie secrète, il sait ce que veut dire, il connaît la signification d'un jugement, et donc il se garde bien de juger les autres. Et donc voilà, à la fin, il a ce geste ultime du sauveur, il accepte de passer pour le fiancé de Brianna, dans un élan assez chevaleresque. Et une fois encore, il arrive à point nommé, juste avant que Forbes ne fasse sa demande. Et on se dit que ne ferait pas Lord John Grey pour Jamie Fraser et sa famille. Et la dernière discussion entre ces deux personnages se passe sous le porche. Et je trouve que cette discussion-là scelle vraiment une relation d'amitié sincère entre les deux. Lord John est très éloquent sur le thème de l'espoir, aussi sur le thème des erreurs qui sont commises pour de bonnes raisons. Il lui parle d'une belle façon aussi sur l'amour qu'on peut porter à un enfant qui n'est pas de son sang. Ça a une résonance pour Brianna, bien sûr, qui là est en situation de peut-être porter l'enfant qui n'est pas de Roger, mais ça doit aussi résonner avec sa propre histoire, puisque elle sait bien que Frank lui a donné un amour infini, alors qu'il savait très bien qu'elle n'était pas de son sang. Et il y a une espèce d'ironie aussi au fait que John parle de William, qui est en fait le demi-frère de Brianna, mais il ne lui dit rien. On sent beaucoup de bonté de la part de John vis-à-vis de Brianna, une vraie alchimie. Une telle alchimie d'ailleurs que certains fans aimeraient croire qu'une histoire d'amour est possible entre eux. La relation entre Brianna et Roger a été tellement malmenée, tellement maltraitée, qu'on peut avoir vraiment des difficultés à croire en leur amour, l'un pour l'autre. Même si c'est ce qui tend un peu le fil de toute l'histoire de la saison 4 les concernant. Ici, on voit Brianna rire avec John Grey, elle a des conversations intéressantes, elle trouve de l'apaisement à ses côtés, des moments qu'on ne lui a pas vraiment vu vivre avec Roger, en tout cas pas au cours de cette saison. Et donc après cette dernière discussion avec John Grey, Brianna est rassérénée, elle est prête à lire la lettre, elle l'ouvre. Mais nous, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On est un peu frustrés d'ailleurs à ce moment-là. En tout cas, moi, je le suis. J'aurais bien aimé savoir tout de suite ce qu'elle contenait, mais c'est pour plus tard, on le sait.
Et pour finir, eh bien, on va aller avec Claire et Jamie, puisque ce sont quand même les personnages qui tiennent à Outlander et ceux à qui on a envie de s'intéresser. Ils n'ont pas beaucoup de temps d'écran sur cet épisode. Et en plus, ils se tiennent à bonne distance pendant une grande partie de l'épisode. Ils se parlent, mais on sent que c'est alimentaire, quoi. Enfin, voilà, il n'y a pas de discussion tête à tête, profonde, etc. Mais je trouve ça bien. Parce que finalement, bien sûr, c'est leur histoire d'amour qui nous intéresse. Et cette histoire d'amour qui est tellement belle et voilà, qu'on projette un peu tous. Mais voilà, ils ne sont pas parfaits tout le temps. On les retrouve tous les deux contrariés, une grosse culpabilité de Jamie, Claire en colère contre tout. Ils ruminent tous les deux dans leur coin sans trouver le moyen de se reconnecter. Et là, je faisais une mention à la réalisatrice en impression générale, mais j'ai bien aimé le traitement qu'elle a eu de ces séquences entre Jamie et Claire. On voit à l'image qu'ils ne sont pas connectés. Ils ne sont pas en phase et c'est vraiment observable. Il n'y a pas besoin de beaucoup de dialogue. Et donc, on a Yann qui s'inquiète pour eux, évidemment. Il ne les a jamais vus comme ça. Claire et Jamie comptent beaucoup pour lui. Ça le peine énormément de les voir malheureux. Et donc, il tente une approche avec beaucoup de sensibilité auprès de Claire pour essayer de lui ouvrir les yeux. Mais on sent bien qu'à ce moment-là, Claire est tellement en lutte avec elle-même que voilà, c'est pas possible d'entamer une reconnexion. Et ouais, c'est vraiment très, très inhabituel de les voir comme ça. Dans ces séquences, on comprend que les Tuscaroras, donc la tribu qui vit non loin de Fraser's Ridge, donnent des informations sur Roger et les Mohawks, mais ne sont pas du tout prêts à accompagner Claire, Jamie et Yann dans leur recherche. Et c'est aussi pour ça qu'on ne les voit pas beaucoup dans l'épisode, parce que leur progression et leur trajet vers le nord a peu d'intérêt. Et donc on les retrouve assez à la fin, lorsque Rollo découvre le corps de Caleb. Donc c'était le compagnon d'infortune de Roger au début de l'épisode 10. Ils partagent tous les trois leurs craintes pour le sort de Roger. Est-ce qu'il a subi le même sort que ce pauvre homme mort? Donc, a priori, non, puisqu'ils se retrouvent pleins d'espoir. Et ils continuent leur recherche. Et enfin, voilà, la scène finale, c'est la reconnexion. C'est Claire, qui est à l'initiative. Je note la magnifique lumière de cette scène. Ils sont sous une tente et il doit y avoir un feu de bois juste derrière. Et donc, ça donne des tons orangés assez sympas. Beaucoup de chaleur, en fait, dans la scène. Alors qu'au début, Jamie tourne le dos à Claire. Et c'est une luminosité très froide. Et puis, par la suite, voilà, on a ces tons orangés. Symbole aussi de la chaleur, de l'amour. Claire et Jamie ont traversé tellement de choses ensemble que bien sûr qu'ils vont surmonter cela. Et moi, je me trouve vraiment connectée à leur conversation, surtout au début. Ils parlent de leurs échecs de parents. J'aime bien aussi quand Claire finalement explique que le problème, c'est le problème, quoi. C'est pas Jamie. Elle est contrariée et elle n'a pas été très connectée avec lui, mais c'était pas parce qu'elle était en colère contre lui. Voilà, j'aime bien et je trouve aussi que la mise en mots de leur prise de conscience que avant ils étaient un duo, c'était eux deux et personne d'autre, et maintenant ils sont trois. Claire a finalement vécu plus de temps avec Brianna qu'avec Jamie, et on sait qu'un enfant dans un couple, ça rebat totalement les cartes. Et là, ils doivent apprendre tous les deux à être parents ensemble et à envisager la façon dont ça impacte leur relation. Le seul problème qui reste, et c'est ce que Jamie exprime, et je trouve ça très triste d'ailleurs, quand il dit qu'il ne pourra jamais être un père pour Brianna et toute la peine qu'il a par rapport à cela. Jamie est un homme qui exprime ses émotions avec beaucoup d'honnêteté. Il sait dire son insécurité, il ne prétend pas qu'il peut tout gérer. Et souvent, c'est avec Claire qu'on découvre qu'il montre ses points de vulnérabilité, ses peurs, ses faiblesses. Et je trouve qu'on a des rôles un peu inversés, homme-femme.
dans notre imaginaire, c'est souvent l'homme qui réconforte, une femme qui dit ses blessures, ses faiblesses. Et là, c'est Claire qui le réconforte et qui lui dit en gros, fais-moi confiance. Jamie est déprimé et c'est Claire qui prend soin de lui. Jamie, on sent que là, il a besoin de réassurance. Il exprime qu'il est jaloux de Frank et c'est bien qu'il le dise aussi. Et bien sûr qu'il n'a pas à l'être. Et donc, quand à la fin de tout cela, ils disent qu'ils sont désolés, ce n'est pas dans le scénario. Hein, ce sont les acteurs qui ont improvisé. C'est sorry. Et puis, on a une scène de sexe de réconfort. Hein. Alors, si on parle un peu des scènes de sexe de la saison 4, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre faim. Enfin, je dis c'est vrai que parce que c'est ce que j'ai beaucoup lu. C'est clair, c'est évident. Les scènes de sexe aussi sont beaucoup moins explicites, mais comme toujours, elles disent quelque chose de là où en est la relation entre Claire et Jamie. Je trouve que cette scène-là est douce. Et voilà, c'est vraiment du sexe de réconfort, censé guérir et enterrer un peu ces moments où ils n'étaient pas connectés. C'est de la reconnexion et donc c'est doux et on n'a pas besoin d'en voir beaucoup plus. Et voilà, l'épisode se termine. On a vu des personnages passer par des moments compliqués psychologiquement. Au début, chacun choisit d'être seul, soit par souci ou culpabilité ou colère. Et à la fin, ils trouvent tous du réconfort dans la compagnie des autres. Ils sont sur le chemin de la réparation. C'est valable pour Claire, c'est valable pour Jamie, pour Brianna aussi. Il n'y a que Roger qui, décidément, pauvre âme en peine. Mais il semble que lui non plus n'a pas perdu espoir. Hein. Je l'ai dit, il se relève alors qu'il est, qu'il est frappé de toutes parts. Je trouve que c'est un épisode qui contient beaucoup de choses, beaucoup d'intrigues. Beaucoup d'éléments sont laissés en suspens alors qu'il reste uniquement 2 épisodes pour finir et boucler la saison. Ça me fait un peu penser à la fin de la saison 3 qui s'était accélérée à un rythme complètement dingue. Là, on a envie de, premièrement, connaître le contenu de la lettre. En tout cas, c'est mon cas. Deuxièmement, on a envie de savoir ce qui va arriver à Murtagh. En tout cas, on sent que les choses ne sont pas très joyeuses pour lui. Troisièmement, on a Stephen Bonnet qui est arrêté, emprisonné. Est-ce qu'il va enfin pouvoir être puni pour l'ensemble de son œuvre, de ses crimes? Et puis surtout, on se demande, on se questionne pour Roger. Est-ce que Claire et Jamie vont pouvoir le retrouver, le ramener? Bref, beaucoup de choses à traiter avant la fin de la saison. Il me reste encore 2 décryptages à vous livrer. Ils arriveront très très prochainement, je vous promets. Bien, écoutez, je vous remercie pour avoir été avec moi dans le chat, pour celles et ceux qui sont là. Toujours un plaisir, renouvelé. Je vous encourage à mettre un petit pouce pour la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Parlez de votre expérience de mes décryptages. Dites autour de vous ce que vous en pensez. Dites-moi aussi ce que vous en pensez. Mettez vos commentaires sous la vidéo ou sous l'article internet que je vous propose. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.